Chapitre 14, deuxième partie. Éthéocle et Polynice. Après que Dipe avait été chassé de Thèbes, ses deux fils, Éthéocle et Polynice, s'étaient disputés sa succession. Ils avaient fini par conclure un accord au terme duquel chacun d'eux régnerait alternativement pendant 1 an. L'aîné, Éthéocle, était monté le premier sur le trône. 1 an plus tard, lorsque Polynice était venu réclamer son tour, Éthéocle avait refusé de le lui céder et l'avait chassé de la ville. Au moment où Antigone et Ismène revinrent à Thèbes, Polynice, soutenu par 6 princes voisins dont il avait demandé le concours, se disposait à donner l'assaut à la ville, à la tête d'une forte armée. De son côté, Éthéocle avait partagé sa garnison entre les 7 portes de la ville, face auxquelles avaient pris position Polynice et ses 6 alliés. C'est alors que, désireux d'éviter un bain de sang, Polynice proposa à son frère de vider leur querelle par un combat singulier. Éthéocle accepta. En présence des 2 armées, et sous les yeux de leur sœur, les 2 frères ennemis se ruèrent l'un sur l'autre dans un tel élan de haine qu'ils se transpercèrent mutuellement et simultanément de leurs épées. Quelques instants plus tard, ils mouraient ensemble. Aussitôt après, les troupes assiégeantes, commandées par les 6 chefs, donnaient l'assaut à la ville. Au terme d'un bref combat, 5 des 6 chefs étaient étendus, parmi de nombreux autres morts, devant les portes. Le 6e, ainsi que les autres survivants, avaient pris la fuite. Les Thébains, victorieux, se donnèrent alors pour roi Créon, le frère de l'ancienne reine Jocaste. Sa première décision fut de refuser les honneurs funèbres et une sépulture décente à Polynice et aux 5 chefs étrangers qui avaient péri dans la bataille. C'était là une grave décision. Les anciens Grecs croyaient en effet que les âmes de ceux qui avaient été privés de sépulture étaient condamnées à errer sans fin aux portes du royaume des morts, sans pouvoir jamais y être admises. Dès qu'elle a connaissance de cette décision, Antigone, révoltée, va trouver son oncle Créon, le nouveau roi. « Est-il exact, lui demande-t-elle, que tu t'apprêtes à donner une sépulture décente à Éthéocle et à la refuser à Polynice ?»« C'est exact, répond Créon. Je ne fais en cela qu'appliquer la loi de Thèbes, qui prévoit que les traîtres à la patrie seront privés des honneurs funèbres. Or, Polynice, en attaquant la ville avec l'aide de troupes étrangères, a agi comme un traître. J'ai donc interdit qu'on l'enterre, et je punirai de mort quiconque enfreindrait cet ordre. Les lois de l'État m'interdisent peut-être d'enterrer mon frère, lui répond Antigone, mais les lois de la nature m'ordonnent de le faire, et à mes yeux, les lois divines sont au-dessus des lois humaines. Passant outre l'interdiction de son oncle, elle enterra Polynice pendant la nuit. Le lendemain, Créon la faisait exécuter. Le dernier survivant des 6 princes se nommait Adraste. Il avait accepté sa défaite, mais il ne pouvait supporter l'idée que ses compagnons, privés de sépulture, fussent la proie des vautours et des chiens. Il se rendit à Athènes dans l'intention de demander l'intervention de Thésée. Lorsqu'Adraste arriva à Athènes, Thésée participait, avec tous les citoyens de la ville, à une assemblée du peuple. Le prenant à part, Adraste lui exposa l'objet de sa visite. « Les Athéniens, lui répondit Thésée, ont pour principe de ne pas intervenir dans les affaires intérieures des autres États. Cependant, je reconnais que le comportement de Créon à l'égard des princes étrangers semble contraire aux lois de la guerre. Si tu le souhaites, tu soumettras ta requête dès demain à notre assemblée. » Créon, cependant, avait appris qu'Adraste s'était rendu à Athènes pour en solliciter le concours. Il avait alors lui-même dépêché de toute urgence un ambassadeur, chargé de dissuader les Athéniens d'intervenir. Cet ambassadeur, arrivé à Athènes quelques heures seulement après Adraste, se présente dès le lendemain matin à l'assemblée du peuple et, dès qu'elle s'ouvre, demande la parole.
« Je suis, déclare-t-il, envoyé par Créon, le nouveau roi de Thèbes. Mon maître m'a chargé d'un message pour le vôtre. Veuillez donc me dire qui est votre roi. » Pareil à Mirabeau, aux États généraux de 1789, Thésée se dresse, pointe à doigt accusateur vers l'ambassadeur et l'apostrophe en ces termes. « Tu diras à Créon que les Athéniens n'ont pas de roi, et qu'ils sont leurs propres maîtres. Si tu as une requête à adresser à Athènes, c'est à tous les Athéniens, ici réunis, que tu dois la présenter. Ils décideront librement de la suite à y donner. » Décontenancé, l'ambassadeur délivre cependant son message. « Créon vous fait savoir que si vous avez l'audace de vous mêler des affaires de Thèbes, vous subirez le même sort que les 6 princes. »« Laisse-nous maintenant délibérer, » lui répond simplement Thésée. Après le départ de l'ambassadeur et l'audition d'Adraste, l'assemblée du peuple athénien, irritée par les menaces de Créon et indignée du traitement qu'il avait infligé aux cadavres des princes, décidait quelques heures plus tard de déclarer la guerre à Thèbes. Sous la conduite de Thésée, commandant de l'armée, les Athéniens remportèrent la victoire. Créon, fait prisonnier, fut conduit devant Thésée. « Tu vois, lui dit celui-ci, qu'une armée d'hommes libres qui combattent par idéalisme est plus forte qu'un troupeau d'esclaves qui ne combattent que par crainte de leur maître. Nous pourrions maintenant, si nous le voulions, piller ta ville, la raser et emmener ses habitants en captivité. Mais nous sommes venus ici pour faire respecter le droit des gens et non pour le violer à notre tour. Nous n'abuserons donc pas de notre victoire. » Et après avoir rendu les honneurs funèbres au reste des 5 princes et à tous les autres soldats morts au combat, l'armée athénienne retourna dans son pays. Thésée avait eu au cours de son existence agitée de nombreuses aventures amoureuses, mais il ne s'était jamais marié. Peu de temps après son retour à Athènes, ayant repris sa vie de simple citoyen, il jugea qu'il était grand temps pour lui de fonder un foyer. De toutes les femmes qu'il avait rencontrées, celle qui lui avait fait la plus vive impression était Phèdre, la fille aînée du roi de Crète, Minos. Il l'avait connue bien des années auparavant, lorsqu'il était allé en Crète pour affronter le Minotaure. À cette époque, le lecteur s'en souvient peut-être, Phèdre n'avait pas accordé la moindre attention à Thésée, alors que sa sœur Ariane s'était au contraire jetée dans les bras du héros. Peu de temps après, Thésée avait abandonné Ariane sur l'île de Naxos et l'avait depuis complètement oubliée. Mais il n'avait pas oublié Phèdre. Le souvenir qu'il avait d'elle s'était même idéalisé au fil des ans. C'est pourquoi, lorsqu'il eut résolu de se marier, c'est à Phèdre qu'il pensa aussitôt. S'étant assuré préalablement qu'elle était toujours célibataire, il se rendit en Crète pour demander au roi Minos la main de sa fille. Auréolé de la gloire que lui avaient valu ses nombreux exploits, il n'eut pas de peine à obtenir l'accord de Minos. Quant à Phèdre elle-même, on ne lui demanda pas son avis. Les convictions démocratiques de Thésée n'allaient pas jusqu'à lui faire reconnaître le droit des femmes à choisir un époux. Sans enthousiasme, car elle persistait à ne pas éprouver une grande attirance pour Thésée, Phèdre l'épousa et s'installa avec lui à Athènes. Quelques mois plus tard, alors qu'ils dînaient en tête-à-tête, Thésée, l'air gêné, lui déclara qu'il avait un aveu à lui faire. « Il y a bien des années, à la suite d'une expédition que j'avais faite en compagnie d'Hercule, j'ai eu une brève aventure avec Antiope, la reine des Amazones. En la quittant, je lui avais fait promettre que, si un garçon naissait de notre liaison, elle me l'enverrait lorsqu'il atteindrait l'âge de 18 ans. Or, je viens d'apprendre qu'elle a eu en effet un garçon, nommé Hippolyte, et que celui-ci, âgé de 18 ans, est en route pour Athènes, où il arrivera dans quelques jours. J'espère que tu ne lui feras pas un trop mauvais accueil. » N'étant pas amoureuse de Thésée, Phèdre n'en était pas non plus jalouse. Elle promit donc volontiers à son mari qu'elle recevrait Hippolyte les bras ouverts.
Elle ne croyait pas si bien dire. Hippolyte était jeune, beau, sportif et d'une parfaite droiture morale. Mais c'était un maniaque de la santé. Obsédé par le souci de conserver sa forme physique et d'économiser son énergie vitale, il faisait du jogging tous les matins, chassait le reste de la journée, ne buvait pas de vin, suivait un régime rigoureusement végétarien et macrobiotique, se lavait les dents et les mains 3 fois par jour et se couchait tous les soirs à 9 heures. Quant aux femmes, elles lui inspiraient une profonde répulsion, et il ne voyait en elles qu'une source de fatigue et de complications. Sa chasteté absolue et son amour de la nature l'avaient rendu cher à Diane, la déesse solitaire de la chasse et des forêts. En revanche, Vénus s'irritait du mépris qu'il professait à l'égard des plaisirs amoureux. Elle attendait depuis longtemps l'occasion de l'en punir. Elle crut l'avoir trouvé, le jour où Hippolyte partit rejoindre son père. Dès qu'il vit son fils, Thésée ressentit pour lui une vive sympathie. Dès qu'elle vit son beau-fils, Phèdre éprouva pour lui un sentiment beaucoup plus violent que la sympathie. Elle en tomba passionnément amoureuse. Cette passion coupable n'était pas sans excuse. Phèdre n'avait jamais encore connu l'amour. Hippolyte était d'une grande beauté, et surtout, c'est Vénus elle-même qui avait allumé dans le cœur de Phèdre cette passion subite et violente. Quelques mois passèrent, au cours desquels l'affection entre Thésée et Hippolyte, ainsi que l'amour de Phèdre pour son beau-fils, ne cessèrent de croître. Mais Phèdre dissimulait si bien ses sentiments que Thésée et Hippolyte n'en avaient pas le moindre soupçon. Un jour, Thésée dut partir pour un assez long voyage. C'est pendant son absence que Phèdre, se trouvant seul un soir avec Hippolyte, succomba à sa passion et avoua son amour. Hippolyte en fut horrifié. De toutes les femmes, à l'égard desquelles il continuait d'ailleurs d'éprouver une aversion généralisée, la dernière qu'il eût songé à toucher était sa belle-mère. Sans un mot, il s'écarta brusquement de Phèdre et quitta la pièce. Par une fatale coïncidence, un serviteur entrait à ce moment dans la salle où se trouvait Phèdre pour lui annoncer le retour imminent de Thésée. Saisie de peur, de honte et d'un ardent désir de vengeance, Phèdre monte dans sa chambre, elle s'assied à sa table et écrit une lettre à son mari, l'informant qu'Hippolyte a cherché à la séduire et à la violenter, et que, ne pouvant supporter ce déshonneur, elle a décidé de mettre fin à ses jours. La lettre terminée, elle se plonge un poignard dans le cœur. Thésée arrive quelques instants plus tard, découvre le cadavre de sa femme et sa lettre de dénonciation. Il convoque Hippolyte, l'accable de reproches. Hippolyte, stupéfait, s'apprête à rétablir la vérité. Mais il songe que son père sera plus meurtri encore en apprenant que Phèdre était la vraie coupable. Avec une singulière noblesse d'âme, Hippolyte renonce donc à se défendre et se laisse chasser de la maison par son père. La rancune de Vénus à l'égard d'Hippolyte étant assouvie, on aurait pu croire l'affaire terminée. Pourtant, elle ne faisait que commencer. Pour en comprendre les rebondissements ultérieurs, il faut savoir qu'un autre dieu de l'Olympe, Neptune, dont le fils Procuste avait été tué bien des années auparavant par Thésée, n'attendait lui aussi qu'une occasion pour se venger de celui-ci. Alors qu'Hippolyte, ne sachant où aller, conduisait son char, attelé de 2 chevaux, le long d'une plage proche d'Athènes, un monstre marin, envoyé par Neptune, sortit tout à coup de la mer. Les chevaux effrayés s'emballèrent, le char se renversa. Hippolyte fut traîné sur une longue distance. Secouru par des paysans, il fut ramené ensanglanté chez son père. Avant de mourir, il eut le temps de murmurer à Thésée. « Je n'ai jamais attenté à ton honneur. Pardonne à la coupable, comme je lui ai pardonné. » Thésée comprit tout. Accablé de remords et de chagrin, il quitta Athènes et se réfugia chez un de ses amis, Lycomède, qui régnait sur un état voisin. Lycomède lui fit d'abord bon accueil. Quelques jours après, cependant, alors que les 2 hommes se promenaient ensemble le long d'une falaise, Lycomède,
sans raison apparente, poussa brusquement Thésée, qui s'écrasa sur les rochers et mourut sur le coup. On explique généralement le geste de Lycomède par la crainte qu'il aurait éprouvée de voir Thésée répandre dans toute la Grèce les idées démocratiques et subversives qu'il avait mis en application à Athènes. Cette explication contient sans doute une part de vérité, mais le comportement de Lycomède avait une autre cause, plus profonde, que je me réserve de dévoiler dans un chapitre ultérieur. Phèdre, Hippolyte et Thésée étant morts, le rideau pouvait-il être tiré sur cette sanglante tragédie ? Eh bien non, pas encore, car une troisième divinité de l'Olympe, Diane, n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait toujours éprouvé, je l'ai dit, une prédilection pour Hippolyte, et fut donc très affectée par sa mort prématurée. Ne doutant de rien, elle alla trouver son frère, Apollon, dieu de la médecine, pour lui demander de rendre la vie à Hippolyte. Apollon ne pouvait rien refuser à sa sœur, mais il ne souhaitait pas se mêler personnellement de cette affaire. Il chargea donc son fils, Esculape, le plus grand médecin de toute la Grèce et de tous les temps, d'essayer de ressusciter Hippolyte. Esculape y consentit et y parvint. Mais, en accomplissant cet exploit, il avait signé sa propre perte. Deux des plus grands dieux de l'Olympe, les propres frères de Jupiter, Neptune et Pluton, ne pouvaient en effet tolérer la résurrection d'Hippolyte. Neptune, parce qu'il avait lui-même condamné Hippolyte à mort, et Pluton, parce qu'il craignait de voir Esculape multiplier les interventions de ce genre, et dépeupler ainsi peu à peu le royaume des morts. Neptune et Pluton allèrent donc trouver Jupiter, et le prièrent instamment de punir Esculape d'une manière exemplaire. Jupiter dut se ranger à leurs arguments, et foudroya Esculape. Ce fut au tour d'Apollon de s'indigner de la mort de son fils. N'osant s'en prendre directement à Jupiter, ni même à Neptune et Pluton, il se vengea en perçant de ses flèches plusieurs des Cyclopes, qui, sous les ordres de Vulcain, avaient fabriqué la foudre de Jupiter. Pour comble d'ironie, c'étaient ces mêmes Cyclopes qui avaient fabriqué les flèches dont Apollon les frappa. Craignant de voir Vulcain tirer à son tour les conséquences de cet attentat, et soucieux de ne pas voir se prolonger cette espèce de vendetta olympienne, Jupiter décida de punir lui-même Apollon. Il lui retira toutes ses attributions divines et le chassa de l'Olympe. Nous verrons plus loin que cet exil d'Apollon allait être à l'origine de la guerre de Troie.